Bien, bonjour à toutes et à tous, chers camarades, chers amis. Merci tout d'abord, bien entendu, de cette invitation, que je suis très heureuse d'être ici au nom du Parti de gauche, pour cette table ronde donc sur l'avenir de la gauche et la question, l'éternelle question de l'unité de la gauche. Passage obligé des journées de printemps, des universités d'été, des universités d'automne. Mais cette fois, évidemment, le contexte est un peu particulier. D'abord, dans un contexte où nous sommes face à une droite ultralibérale, xénophobe et liberticide. Ensuite, parce que nous sommes évidemment à un an de grandes échéances électorales présidentielles, mais aussi et surtout élections législatives, et que nous sommes enfin à quelques jours après l'anniversaire du 21 avril qui n'en finit plus de rimer avec le vote utile. En pleine montée médiatique du Front National et de Marine Le Pen, avec des médias qui conditionnent déjà les lecteurs à grands coups de sondage, à plus d'un an des échéances, à voter pour le candidat qui serait le plus à même de battre l'adversaire, indépendamment de toute discussion sur le contenu et sur le programme. Avec Daniel Cohn-Bendit, qui cette semaine relance son idée de roquer un candidat Europe Écologie Les Verts au présidentiel contre des députés, avec cette tribune, effectivement, qui ne nous a pas échappé, parue dans Libération, signée par Willy Pelletier, ensuite Gérard Filoche et d'autres signataires, proposant donc des primaires du programme et des repas de rue pour mieux vivre ensemble. Et Gérard Filoche, toujours, décidément omniprésent, qui, sur son blog, propose un candidat unique de toute la gauche. Alors effectivement, il est bon que nous ayons aujourd'hui ce débat, et je sais, et vous savez, comme nous sommes proches sur de nombreuses questions, notamment sur le fameux 35-60-1620. C'est plus sur la stratégie de mise en œuvre qu'on a peut-être des divergences. Alors effectivement, parlons-en. Aujourd'hui, nous sommes entre camarades, alors je vous propose que nous nous parlions franchement. On nous propose en gros aujourd'hui le raisonnement suivant. Petit 1, on ne peut pas risquer l'élimination de tous les candidats de gauche au premier tour de la présidentielle. Petit 2, donc il faudrait tous se regrouper sur un programme commun. Petit 3, puis choisir le candidat le plus apte à le porter et à gagner. Alors commençons par le plus simple et levons toute ambiguïté sur cette question. Oui, au parti de gauche, nous sommes pour l'unité depuis le début. Car le PG, depuis sa création, n'a cessé d'ouvrir en grand portes et fenêtres, faisant de cette unité de l'autre gauche le fer de lance de sa stratégie. Oui, bien sûr, il faut une gauche rassemblée. Mais une gauche de combat. Une gauche en rupture avec la Ve République et l'Europe du capital, ses hommes, ses institutions, la Banque Centrale Européenne, la Banque Mondiale, le FMI. Une gauche porteuse de mesures de rupture fortes et ambitieuses, seul espoir précisément pour le peuple de retrouver une véritable alternative et non une simple alternance en 2012. Une gauche prête à gouverner, certes, mais qui, quand elle gouvernera, saura tenir tête aux puissances financières et aux lobbies industriels, pas comme M. Papandréou, qui a tenu 2 secondes face aux injonctions du FMI. Gérard Filoche écrit sur son blog, comme première étape, je cite, qu'il y ait un accord sur ce qui fait une majorité d'idées à gauche. 35 heures réelles, retraite à 60 ans, SMIC à 1600 €, Sécu pour tous, école publique de qualité, services publics élargis et renforcés, blocage des loyers, sortie du nucléaire, une 6e république sociale, parlementaire, démocratique, écologiste, féministe. Je tiens à vous dire à quel point nous trouvons ces propositions justes et que nous les partageons sans réserve. Simplement, ces propositions impliquent, comme nous disons, de gouverner face aux banques. Alors quel est le plan de sortie de la crise financière que propose aujourd'hui le Parti socialiste ? Quel est son rapport aux institutions européennes et par exemple au fameux semestre européen qui impose le visa de l'Union européenne sur les budgets nationaux? Quelle est sa position sur la politique appliquée aujourd'hui par le FMI, l'OMC et la Banque mondiale en matière d'austérité et de réduction des dépenses publiques? Sur le traité de Lisbonne, passé en coup de force honteux, malgré le refus du peuple en 2005, grâce aux parlementaires réunis à Versailles. Oui, bien sûr, toutes les volontés sont les bienvenues dans un front le plus large possible, mais un front en défense d'un programme indépendant des institutions internationales et des agences de notation.
pour une 6e République qui soit effectivement sociale, parlementaire, démocratique, écologiste et féministe. Celle-ci ne se fera pas sans rupture forte, et petit clin d'œil au passage, elle ne se fera pas non plus sans femmes. Je suis contente d'être accompagnée à cette tribune par une camarade de démocratie et socialisme. Elle ne se fera pas non plus si on ne dit pas clairement aux citoyens comment on compte s'y prendre une fois au gouvernement, car il ne suffit évidemment pas de dire le quoi, encore faut-il dire le comment. Or, toutes ces mesures impliquent ce que nous appelons, nous, au Parti de gauche, la révolution citoyenne, des rues aux urnes, c'est-à-dire de redonner le pouvoir aux citoyens dans le prolongement des mouvements sociaux, avec la refondation des institutions et la démocratie jusqu'au bout, avec la tenue d'une assemblée constituante et la 6e République. Avec également une planification écologique qui soit adossée à des services publics renforcés pour tout à la fois planifier la sortie du nucléaire et la transition énergétique en liant systématiquement les questions écologiques et les questions de justice sociale, comme avec par exemple une proposition de gratuité sur les premières tranches d'eau et d'électricité. Parmi nos grands piliers figure aussi l'abolition du précariat et par exemple la titularisation de l'ensemble des fonctionnaires, le partage des richesses que nous avons en commun avec, effectivement, on en a parlé cet après-midi, la hausse du SMIC, mais également un écart maximum des salaires dans toutes les entreprises de 1 à 20 et un revenu maximum autorisé. Tout ceci implique, et il faudra aussi le dire clairement, de sortir du carcan du traité de Lisbonne et de la sacro-sainte concurrence libre et non faussée qui, sinon, nous empêcherait de mettre en œuvre nos propositions. On ne peut pas, sérieusement, envisager d'arriver au pouvoir en 2012, après avoir fait campagne, par exemple, sur la relocalisation de l'économie, qui permet à la fois de créer des emplois localement et de préserver l'environnement, et une fois arrivé au pouvoir en 2012, se contenter de dire aux électeurs qui nous auront fait confiance qu'on ne peut pas mettre en œuvre ces propositions à cause des directives européennes. Quand ces directives vont à l'encontre de l'intérêt général, quand elles n'ont plus aucune légitimité suite au référendum de 2005, il est, je crois, de notre devoir de responsables politiques de dire que nous refuserons de les appliquer. Sarkozy l'a fait pour sauver les banques. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire, nous, pour sauver le climat, freiner le dumping social ou encore recréer des emplois locaux? Dans notre programme figure enfin une politique de paix avec la sortie de l'OTAN et le retrait des troupes d'Afghanistan. Voilà un rapide panorama d'un certain nombre de propositions que nous mettons au débat. Est-ce qu'on est tous d'accord là-dessus? Je ne crois pas. Est-ce qu'on doit chercher le plus petit dénominateur commun? Je ne le crois pas non plus. Je crois que la gauche aujourd'hui a besoin d'alternatives, qu'elle a besoin de reconquête, qu'elle a besoin de relever la tête et non pas de mettre un mouchoir sur ses valeurs et ses exigences, car l'heure n'est plus à accompagner le système, mais bien à l'affronter et à le changer. Les propositions, elles existent depuis des années que nous discutons ensemble avec tant d'autres et que nous construisons les esquisses de cette autre société solidaire, républicaine, écologiste et socialiste. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de devenir majoritaire. Le courage et la détermination de prendre le pouvoir sur nos valeurs, sur nos propositions et sur nos convictions. Trop souvent, chers camarades, je trouve que nous n'y croyons plus nous-mêmes et que nous nous comportons en vaincus du système. Tout ceci est évidemment alimenté par les médias, par le refrain du vote utile, par les accusations de division et par le spectre du 21 avril. Mais le contexte a changé depuis. Alors évidemment, c'est délicat dans ce contexte d'affirmer la nécessité d'un grand rassemblement de l'autre gauche et de candidatures autonomes de la social-démocratie aux présidentielles comme aux législatives. On n'a jamais dit que ce serait facile, mais c'est la seule voie. Nous ne sommes plus, je le disais, en 2002. La crise et le mouvement des retraites sont passés par là. Et on ne lutte pas, je ne le crois pas, contre la montée de l'extrême droite en se mentant sur les désaccords politiques à gauche. Pire, cette idée qui peut paraître d'évidence prend le risque d'accentuer la crise démocratique et l'abstention et la désespérance et le détournement de la part d'un certain nombre de nos concitoyens des urnes, et de contribuer de fait à voir basculer vers le Front National les tenants de la critique du système. La force du Front National en lien avec la crise de la droite et l'abstention ne peut être combattue que par la politique, la vraie, celle qui explique le monde et apporte des réponses aux problèmes. Alors, le grand parti de toute la gauche, cette grande union, comment pourrait-elle l'être, de Manuel Valls à Olivier Besancenot, en passant par Dominique Strauss-Kahn?
car je crois qu'il est maintenant temps de clarifier les choses. Un grand parti de toute l'autre gauche, oui, c'est notre objectif. Nous continuerons à lutter pour cette unité, à lutter aussi pour un certain nombre de valeurs. Le parti de gauche, depuis sa création, n'est qu'un outil appelé à se dépasser. C'est ce qui a guidé notre stratégie d'alliance du Front de gauche aux élections européennes, aux élections régionales et aux élections cantonales, qui l'ont vu émerger comme deuxième force politique à gauche. Alors évidemment, le Front de gauche est loin d'être l'outil parfait, nous avons nos propres débats, et surtout aujourd'hui il se cantonne encore trop à ces trois composantes, parti de gauche, le Parti communiste français et la gauche unitaire. Il est évidemment impératif de continuer à le construire avec d'autres forces, c'est ce que nous essayons de faire. Il est grand temps également de l'ouvrir aux citoyennes et aux citoyens qui ne souhaitent pas rejoindre un des partis que le composent, mais qui ont envie de participer à ce mouvement, parce que le Front de gauche est une force nouvelle, parce que nous essayons, avec parfois des ratés peut-être, mais avec conviction d'inventer autre chose, parce que des citoyennes et des citoyens reprennent espoir de voir la gauche radicale, antilibérale s'unir et partir à l'assaut pour battre la droite et changer vraiment la donne, parce que d'une élection à l'autre, le Front de gauche se renforce et que de plus en plus d'électeurs s'en mêlent, avec une progression de 250 000 voix entre les régionales et les cantonales. En bref, voilà ce que je souhaiterais que nous mettions en débat aujourd'hui. Y a-t-il réellement un raccourci possible pour régler la question qui taraude la gauche depuis 20 ans, accompagnement ou transformation? Devons-nous dépasser ces clivages ou les faire trancher par le peuple sur la base de mesures fortes de rupture? Je crois, pour ma part, que le suffrage universel vaut toutes les primaires, mais le débat est ouvert avec vous ce soir et j'espère qu'il sera riche. Merci à vous.